Ça va? Moi, je suis content, je rejoins le club d'élite des micro-gouttes, on appelle ça, donc Steve Jobs, si tu nous écoutes. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet à la mode, donc le smartphone. Vous savez, c'est ce petit objet qui est un peu la réincarnation de Jiminy Cricket dans Pinocchio. Donc il vient faciliter nos existences jusque dans ses moindres détails. Michael Stora, spécialiste des addictions, l'appelle d'ailleurs le doudou sans fil. Et désormais, ce qui est nouveau, c'est qu'il entend faire de nous des acteurs responsables, capables de résoudre les défis climatiques et sociaux qui, ces derniers temps, tapent violemment à notre porte. Donc on voit débarquer sur le devant de la scène des services numériques mobiles qui entendent améliorer nos modes de vie. Ce qui change, c'est qu'ils ne le font plus uniquement pour notre bien-être personnel, mais revendiquent une responsabilité sociale et environnementale. On les appelle les services numériques à impact. Donc en gros, le smartphone serait un peu la nouvelle lampe d'Aladin, capable de résoudre la crise climatique et ses collatéraux. Alors jusqu'ici, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que, on commence à entendre des petites voix, des lanceurs d'alerte comme le neuroscientifique Michel Desmurger ou le théoricien Yves Citon, qui commencent à nous parler du frein au développement cognitif représenté par l'addiction au smartphone. Ils nous parlent également de théorie de l'attention, visant à dire que c'est le temps qu'on passe sur ces services qui est le nouvel or noir de leurs créateurs. Ces gardiens phares de notre rapport au numérique nous parlent d'ère de l'impatience et d'assistanat généralisé. Alors oui, ça fait peur. Mais il y a quelque chose qu'on doit garder en mémoire. Le smartphone et même le numérique dans son ensemble, ce sont des inventions humaines et nous sommes co-responsables de l'utilisation qu'on en fait. La vraie question, du coup, sous-tendue, n'est-elle pas comment conserver la lucidité et la cohérence pour rester maître des outils dont on s'entoure sans se départir d'une vision long terme et de notre volonté d'œuvrer pour le bien commun? Et déjà, en sommes-nous capables? Alors moi, de mon côté, je ne suis pas du tout un lanceur d'alerte. J'ai passé 10 ans à travailler dans le numérique, donc j'ai un peu trop les mains dans le cambouis pour vouloir mettre le feu au garage. Ma dernière aventure entrepreneuriale consiste d'ailleurs en une application mobile qui veut aider les gens de manière ludique à comprendre et à adopter des gestes éco-responsables. Sauf que j'ai la fâcheuse tendance à tout remettre en question. Et donc, après 2 ans de travail sur cette application, certains paradoxes du digital à impact ont commencé à me chiffonner. Et je vous propose qu'on les évoque ensemble ce soir. Le premier paradoxe, les services numériques à impact nous déresponsabilisent tout en faisant porter sur chacun d'entre nous la résolution des grands enjeux collectifs du siècle. Alors on l'a vu, ces services, ils modifient la manière dont on s'alimente, dont on se déplace, dont on s'habille, dont on se chauffe, et même dont on vient en aide aux populations fragiles. Ils fonctionnent comme des assistants personnels de comportement responsable. Alors des applications d'assistanat, il y en a plein, mais qui ne concernent jusqu'ici que notre bien-être personnel. Méditation, nutrition, sport. Mais en voulant nous coacher dans la résolution d'enjeux collectifs, ils font porter sur chacun d'entre nous cette résolution. Ils nous disent en gros, c'est nos modes de vie qui sont la cause de la crise que nous traversons, et c'est en les changeant que nous allons trouver la solution. Mais moi, si on me dit ça, on me dit en gros, je suis coupable. Et si je me sais coupable et que j'en convainc, je vais plutôt avoir tendance à baisser la tête et à rester dans l'inaction, plutôt que de m'indigner et de vouloir changer les choses. En nous déresponsabilisant, en nous responsabilisant justement sur ces causes profondes, ils nous disent une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait, ils nous disent qu'il faut qu'il y ait débat, acte de communication, plutôt qu'injonction permanente à agir, car ils passent leur temps à nous dire d'agir et comment le faire. Donc la question c'est comment conserver la lucidité, je viens de le dire, et voilà, un petit trou de mémoire, ça va passer, je vais souffler un grand coup. Je vais passer directement au deuxième paradoxe, ça ira encore mieux. Les services numériques à impact utilisent les mêmes mécaniques qui ont généré les excès qu'ils combattent. Aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait appeler la société numérique ludique, on peut dire qu'on vit par le jeu. On appelle ça d'ailleurs la ludification. Donc challenge, jauge et points de progression, badge de succès, notation, partage automatisé de nos prouesses, ces petites composantes apparemment anodines ont d'importants effets cognitifs. Alors je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur pour comprendre justement pourquoi cette couche de gamification fonctionne si bien.
Sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité, nous avons vécu 90% du temps en tant que chasseurs-cueilleurs nomades, et moins de 10% avec une agriculture sédentaire et la capacité de prospective, d'anticipation du futur. 10%, ce n'est pas assez pour que notre cerveau s'adapte à ce nouvel environnement. Et la vie du chasseur-cueilleur nomade, elle était simple. Son seul but était de survivre. Et pour ce faire, il devait identifier et mémoriser les comportements qui pouvaient le mieux l'aider à survivre. Et pour cela, il a développé un moyen infaillible qui s'appelle tout bêtement la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Alors Sébastien Boller, qui est un neurobiologiste, a identifié 5 grands comportements qui sont valorisés dans notre cerveau par la dopamine. Le fait d'accumuler, de séduire, d'acquérir du pouvoir ou de la reconnaissance sociale, de collecter le maximum d'informations sur notre environnement et de faire tout cela avec le moins d'efforts possible. Donc maintenant, regardons, si vous le voulez bien, la couche de gamification de la plupart des applications. Quand je fais ce qui est préconisé dans l'app, par exemple, dès que je m'inscris, je suis immédiatement récompensé par des points. Donc là, je vous demande d'imaginer les yeux exorbités et le sourire béat d'un joueur au casino qui vient mettre ses 2 mains comme une pelleteuse sur le tapis vert pour collecter les jetons qu'il vient de gagner. C'est un réflexe inscrit dans notre cerveau depuis des millénaires et il est hautement addictif. Ensuite, plus je totalise de points, plus mon niveau augmente dans la hiérarchie des utilisateurs de l'application. Je peux même, dans un joyeux esprit de compétition amicale, m'opposer à d'autres utilisateurs via des défis ou des challenges. Si je gagne, je rejoins les leaders du groupe et deviens un potentiel partenaire attractif. Est-ce que ça ne vous rappelle pas les mécaniques de sélection des individus alpha chez les primates? Ensuite, on me propose des micro-objectifs, très facilement atteignables, pour me mettre le pied à l'étrier de l'éco-responsabilité tout en douceur. Donc je scrolle, je clique, je rentre mon mail, je mets 1 étoile, et déjà on me félicite. Alors moi, très naturellement, j'ai déjà l'impression d'être un acteur responsable, alors que je n'ai rien fait dans la vraie vie, donc sans le moindre effort. Et là, paf, shoot de dopamine. Et enfin, on va m'envoyer des tonnes de petites brèves, des snacks informationnels, comme on dit, du type « Le savais-tu, il faut 3 litres d'eau pour fabriquer une bouteille en plastique de 50 centilitres ». Bon, c'est sûr, ces informations, elles marquent, tant qu'on n'est pas noyé dessous, comme c'est le cas aujourd'hui. On nous a appris à croire que 5 lignes ou 140 caractères permettaient de maîtriser un sujet. Les concepteurs d'app vous rétorqueront « Oui, mais il y a la fonction « En savoir plus ». Est-ce que vous cliquez sur la fonction « En savoir plus » ? Moi non, et c'est normal, parce que mon cerveau est un boulimique d'informations. Parce qu'auparavant, c'est ce qui lui permettait de survivre dans un environnement où il y en avait très peu. En tant que chasseur-cueilleur, si je voyais mon voisin devenir tout vert après avoir ingéré une baie rouge, je dis « je ne vais pas la manger » et je passais à la suite. Sauf que dans cette offre gargantuesque d'informations que nous avons aujourd'hui, a surgi un nouveau problème que Dominique Volton, chercheur au CNRS, appelle l'horizon de l'incommunication, visant à dire que paradoxalement, plus on a d'informations, moins on communique. Le souci, c'est que la communication est une compétence primordiale pour résoudre des enjeux collectifs. Sans elle, on privilégie les réflexes à la réflexion, et bref, on agit sans y penser. Alors là, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur la notion d'effet rebond. Peut-être certains d'entre vous connaissent, qui montre qu'en fait, c'est rarement un cynisme conscient, ces dérives, de la part des concepteurs d'applications, mais plutôt une mauvaise anticipation de la croissance. L'effet rebond, c'est l'effet de surconsommation, généré par le fait de repousser des limites grâce à une innovation, souvent technologique. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je télécharge une application d'anti-gaspillage alimentaire, qui me propose d'acheter des invendus de la grande distribution, qui sinon finiraient à la poubelle, ben moi je dis banco, je suis un acteur responsable, je fais une bonne action. Mais en faisant ça, je ne limite pas ma consommation, je la légitime. Et par là même, je légitime un système de surproduction et de répartition inégale des ressources alimentaires sur la planète. Il ne faut pas oublier que derrière la notion de comportement responsable, il y a forcément une notion de sobriété, de frein à la consommation. Et paradoxalement, tous ces services numériques vous poussent à leur utilisation, ce qui en soi est une contradiction. Le troisième paradoxe vient un peu en conclusion des 2 précédents. Nous avons pu créer une société capable d'harmonie, d'action commune, voire de solidarité. Mais l'usage actuel du numérique montre que nous ne sommes pas encore capables d'y vivre. L'origine d'Internet, à l'époque de la cybernétique et du mouvement post-hippie, prônait un numérique rendant capable tout le monde de participer et de contribuer à la connaissance. Il voulait par exemple que nous puissions nous mobiliser en prenant connaissance de problèmes partout dans le monde.
Ce numérique, à l'époque, il était libre, ouvert et autorégulé. Aujourd'hui, 4 acteurs détiennent 80% des données personnelles de l'humanité. Ce qui montre que, cognitivement, nous ne sommes pas encore capables d'habiter le numérique et d'en faire l'outil de bien commun qu'il a été conçu pour être. Alors, je vous ai peut-être un peu déprimé, je vous garantis que ce n'était pas le but, parce que le numérique a un impact positif, vraiment responsable. Il existe, il frémit partout, mais on ne le voit pas, car il est en action dans des collectivités ou des communautés aussi petites soient-elles. Il est redevenu un outil local, endémique, humble, à la fois dans ses ambitions et dans son utilisation. La solution, ça serait peut-être d'arriver à la synchronisation des maturités. Et on n'y arrive qu'à un quart. D'un côté, le numérique a fini sa généralisation et commence son autocritique. De l'autre, nous, en tant qu'espèce, on sort tant bien que mal de l'adolescence et de ses pulsions hormonales débridées. Donc, ce numérique responsable, si vous voulez le trouver, je vous conseille d'aller voir ailleurs. Ailleurs, ça veut souvent dire à l'opposé de là où on dit que ça se passe. Parce que c'est tout naturel. On regarde souvent là où ça brille, mais on oublie de regarder là où ça sert. Donc la prochaine fois qu'on vous dit « Ah, inspire-toi de la Silicon Valley », bah allez en Creuse, où des tiers-lieux dédiés au numérique viennent retisser le lien social d'élité dans un milieu relégué. Si on vous dit « Passe donc à la station F », vous savez, le grand incubateur de start-up à Paris, bah allez plutôt au Mali, où le numérique sert à revivifier les traditions et la culture malienne. Si on vous dit « T'as vu la dernière licorne », vous savez, le club d'élite des start-up valorisés 1 milliard de dollars, et bien lorgnez plutôt du côté des low-tech, qui prônent une utilisation raisonnée des technologies. Et enfin, si on vous rebat les oreilles avec la Startup Nation, ben pensez juste à l'élan de solidarité né des réseaux sociaux qui ont conduit des milliers de jeunes dans la rue pour le climat. Donc oui, on peut être optimiste quant au devenir de notre utilisation du numérique. On peut peut-être même l'être quant au devenir de l'humanité. Mais un optimisme conscient, vigilant, qui est conscient de nos faiblesses, de nos penchants naturels, et s'évertue à les maîtriser. Alors pas de manière cartésienne. On a vu, on a essayé de dominer la nature et on a repris le boomerang en pleine tronche. Non, un optimisme qui est fait de bon sens, pour nous permettre d'être toujours aussi créatifs, passionnés, allant de l'avant, mais vraiment au service de tous. Merci de votre attention.